Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition des Grands Reportages. Aujourd'hui, une incursion fascinante dans le monde des profits sur la propriété du vivant et la responsabilité sociale des entreprises telles que Monsanto. La responsabilité sociale des entreprises est encore un jeune concept. En effet, Milton Friedman, en 1970, affirmait que la responsabilité sociale des entreprises était fondée sur l'accroissement des profits. 14 ans plus tard, Ed Freeman affirme que l'entreprise est d'abord responsable envers les différentes parties prenantes. La définition récente offerte par Pasquero définit la responsabilité sociale comme étant un ensemble d'obligations légales ou volontaires qu'une entreprise doit assumer. Nous nous pencherons plus particulièrement sur le cas de Monsanto, une multinationale américaine. Mais d'abord, notre journaliste, Pascal Delaroche, s'est penché sur la question de la propriété du vivant. Quelles conséquences auront les modifications sur les propriétés des vivants? Est-ce que le profit justifie les actions? Plusieurs biologistes se sont exprimés sur le sujet, dont Joël de Rossiné qui expose, dans son ouvrage L'aventure du vivant, 3 propriétés qui caractérisent le vivant: l'autoconservation, l'autoreproduction et l'autorégulation. En d'autres mots, le vivant doit être capable de se maintenir en vie, par la nutrition ou la respiration par exemple, il doit être capable de propager la vie et finalement doit faire preuve d'une capacité à réagir aux stimuli. Mais un être vivant peut-il être breveté? Voici une question intéressante sur laquelle les autorités mondiales ne s'accordent pas. À l'heure actuelle, aux États-Unis, seul l'être humain ne peut être breveté. Le Parlement européen, quant à lui, a voté en 1998 une loi sur les inventions biotechnologiques. Celle-ci rend impossible l'obtention de certains brevets lorsque les organismes vivants concernés auraient été génétiquement modifiés et prend également compte de certains principes éthiques pour restreindre la modification du vivant. Mais voilà, est-il éthique de modifier les propriétés d'un vivant à des fins de marchandisation? Quelles sont les conséquences de la modification du melon d'eau, par exemple? En retirant les pépins des melons, le consommateur l'apprécie certainement, mais le melon perd sa capacité de reproduction et l'agriculteur doit forcément acheter des semences supplémentaires puisque le fruit ne les produit plus naturellement. Plusieurs questions restent encore sans réponse et sur la place publique, plusieurs continuent de s'interroger. Une entreprise américaine se démarque particulièrement lorsqu'on parle de générer du profit avec la modification des propriétés du vivant. Monsanto. Pascal Delaroche nous présente cette multinationale. Monsanto fut créé en 1901 par John Francis Quinney en tant que compagnie spécialisée dans les produits chimiques. Son premier produit innovateur fut la saccharine, ou aspartame, connu également sous le nom de Sweet & Low, un puissant édulcorant artificiel qui sera vendu à une petite compagnie du nom de Coca-Cola. Monsanto va aussi participer au Manhattan Project en 1940, s'associant avec l'armée américaine pour la recherche sur l'uranium et l'énergie nucléaire. Les années 50 sont, quant à elles, consacrées aux herbicides et aux insecticides. Le Roundup voit alors le jour. Puis, Monsanto obtiendra une notoriété grandissante avec des produits chimiques ou à base chimique tels que l'agent orange, les hormones de croissance bovine, les PCB, les DTT et le fameux désherbant qui dominera le marché. Aujourd'hui piloté par un charismatique CEO, Hugh Grant, Monsanto est un des leaders de l'industrie biotechnique et biotechnologique, notamment avec son produit phare, la semence OGM Roundup résistant. Parmi ses cultures cibles de choix, notons le soja, le maïs, le colza, les betteraves à sucre et le canola. Son credo? Intégrité, dialogue, transparence, partage, bénéfice et respect a fait de Monsanto un géant de l'industrie agroalimentaire. Ses produits sont maintenant présents aux 4 coins du monde et sa domination est sans précédent. Nous sommes présentement avec Trish Jordan, responsable des relations publiques et industrielles au sein de Monsanto. Trish, bonsoir. Bonsoir. Trish, quelle est la mission actuelle de Monsanto? Améliorer l'agriculture. Plus spécifiquement, nous voulons aider les agriculteurs à produire et à conserver davantage. Dans ce processus, nous voulons améliorer leur vie et la vie d'autrui. Pourquoi Monsanto pense que l'agriculture a-t-elle besoin d'être améliorée? Pour les mêmes raisons de base que la médecine, l'ingénierie, l'architecture, l'informatique, parce que l'innovation humaine est au cœur du progrès de l'homme. Et quel est votre rôle dans le développement de ces OGM?
Nous sommes la première compagnie à avoir introduit les bénéfices de la science de la biotechnologie à l'agriculture. Aujourd'hui, plusieurs compagnies de semences se partagent le terrain, mais Monsanto est le leader mondial de solutions technologiques qui aident directement les fermiers de toute taille à améliorer leur productivité et ainsi à cultiver un monde meilleur. À l'heure actuelle, les seuls clients de Monsanto sont des fermiers. Nous mettons toute notre emphase sur l'agriculture. Nous vendons aux fermiers des semences, de la technologie et des produits pour protéger leurs récoltes. Nous offrons aux fermiers un choix multiple quant à la manière de régérer leur production et la gestion de leur entreprise. Nous avons 17,3 millions de fermiers qui cultivent avec de la biotechnologie sur la planète. Cela semble énorme, mais est-ce que la science derrière la biotechnologie est sécuritaire selon vous? Les produits agricoles de la biotechnologie ont été rigoureusement testés et approuvés par des firmes gouvernementales indépendantes à travers le monde, qui confirment que ces produits sont sécuritaires pour l'environnement, les animaux et les humains. D'ailleurs, plus de 3 milliards de repas à base d'OGM ont été consommés à travers le globe sans aucun cas de nuisance quelconque. Trish Jordan, merci beaucoup de votre intervention. En vous souhaitant une excellente soirée. Et après la pause, nous nous entretenons avec Jean-Sébastien Gariepi, journaliste, qui va nous offrir un tout autre point de vue sur la question. Restez des nôtres. Merci. Viste esta planta, viste. Es mi maíz ahora, no es normal que mi maíz tiene este color. Viste, es como un monstruo. Con nuestro maíz local no necesito fertilizante o insecticida, no puedo cultivar como en el paseo ahora. Hoy tengo que comprar todos estos productos químicos. No está justo, no podemos vivir de esta manera. Es realmente catastrófico. Nous sommes présentement avec Jean-Sébastien Gariepi, journaliste émérite sur la question de la propriété du vivant. Jean-Sébastien, en quoi est-ce que la propriété du vivant n'est pas nécessairement une bonne chose? Bonjour, tout d'abord, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en studio. Je commencerai par appuyer mon point de vue en disant que selon moi, tout ce qui est vivant ne devrait pas être entraîné dans un processus de marchandisage afin que des compagnies ou des gens en fassent du profit. Cela va tout simplement contre ma façon de voir l'éthique. Tout ce qui est né et qui est planté devrait être la propriété de Dieu. C'est celui qui nous a créés, ainsi que les plantes qui produisent nos fruits et légumes. De modifier un vivant serait alors de se prendre pour Dieu. De plus, au niveau de l'agriculture, les brevets sur les semences rendent les agriculteurs dépendants des firmes, telles que Monsanto. On sait que certaines molécules génétiquement modifiées peuvent se déplacer dans l'air et ainsi aller se retrouver sur les plantations de fermiers. Avec les brevets que les firmes possèdent, elles sont alors propriétaires des nouvelles semences et en font l'exploitation. Il y a eu plusieurs poursuites contre Monsanto afin que les agriculteurs reprennent possession de leur production. C'est pourquoi je trouve qu'il y a un certain manque d'éthique au niveau de la propriété du vivant qui, selon moi, ne sert qu'à faire du profit. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, de cette intervention. Et à toi, Eric, en studio. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Daniel, à quel type de dirigeant avons-nous affaire dans le cas de Monsanto? Alors, dans le cas de Monsanto, et selon la définition qu'en fait Carole, il y a 3 types de dirigeants. Premièrement, on retrouve le type de dirigeant immoral où l'on sous-entend que l'entreprise est en opposition active avec ce que la société considère être bien ou juste. Ensuite, j'enchaînerai avec le type de dirigeant moral, c'est-à-dire l'entreprise, bien sûr, accepte d'adopter un comportement éthique et d'aller au-delà de la loi. Et pour finalement conclure avec le type de dirigeant amoral qui est dépeint comme une entité qui manque de perception éthique. Étrangement, il serait possible d'avancer que les responsables de Monsanto se prêtent au jeu du dirigeant moral. En 1990, par exemple, Monsanto a été la première des entreprises de Fortune à publier un rapport environnemental annuel. En 1994, Monsanto a consulté plusieurs environnementalistes et est devenu un membre actif de l'association Business for Social Responsibility. En contrepartie, lorsqu'un jugement de la Cour américaine illustre les différentes stratégies des dirigeants de Monsanto pour soustraire la firme à ses responsabilités et éviter des coûts environnementaux, il devient facile de déplorer le comportement immoral des antagonistes de l'environnement. Daniel, quelles sont les parties prenantes qui sont impliquées dans ce cas-ci?
Alors, je vous dirais que d'un point de vue éthique, là, dans le cas de Monsanto, on note l'implication de trois principales parties prenantes. Premièrement, le gouvernement. Les gouvernements mondiaux ont un potentiel de menace très élevé face à Monsanto, mais également un grand potentiel de coopération vu les profits que la multinationale engendre. Les gouvernements ont une légitimité morale structurelle et détiennent le pouvoir. Monsanto doit entretenir sa relation avec eux. Je crois qu'on parle aussi de groupes environnementaux. Oui, tout à fait. C'est ce qui m'amène à vous amener la deuxième partie prenante. Les groupes environnementaux sont des adversaires puisque leur potentiel de menace est très élevé, mais qu'ils n'ont que très peu de pouvoir. Ils ont cependant une légitimité morale conséquentielle, grandissante, et ont de plus en plus de plateformes médiatiques pour s'exprimer. Et quelle serait la troisième partie prenante? À ce niveau-ci, je vous répondrai les agriculteurs. Les agriculteurs subissent. Ils n'ont pas le choix de coopérer. C'est David contre Goliath. Et croyez-moi, c'est Goliath qui gagne dans ce cas-ci. Ils ne sont pas une menace. Ils ont une légitimité pragmatique. L'entreprise doit donc tout de même s'impliquer dans cette relation avec eux. Daniel, il est impossible de garder sous silence le développement durable dans le cas de Monsanto. En effet, si l'on se base sur son propre rapport, Monsanto semble mesurer l'impact écologique de ses opérations et activités de production chimique en utilisant des données et analyses reconnues principalement avec la coopération du World Business Council of Sustainable Development basé à Genève. Des données comme la consommation de matières premières ou d'énergie sont recueillies. Par exemple, les montants totaux et l'impact environnemental par unité produite. En fait, ces chiffres sont comparés et ajoutés à l'année de base 2000. Par exemple, il est dit dans ce rapport que Monsanto a baissé sa consommation d'énergie par tonne produite de 35% de 2000 à 2010, que sa consommation d'eau a aussi baissé, passant de 66 à 44 mètres cubes par tonne produite pour la même période, que ses émissions de gaz à effet de serre est aussi en décroissance. Cependant, dans cette empreinte écologique, on ne mentionne nulle part les conséquences sur l'environnement de la pollinisation sauvage et incontrôlable des plantes dites OGM de Monsanto, qui se répandent lentement mais sûrement aux quatre coins de la planète. L'impact de s'approprier du vivant et de contrôler la chaîne alimentaire sur nos sociétés et nos écosystèmes. Ça porte en effet à la réflexion. La question mérite d'être approfondie. Daniel, merci beaucoup de votre intervention. Tout plaisir était pour moi. Mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un sujet qui en effraie plus d'un. Votre chat, essaye-t-il de vous tuer?